Que se passerait-il si l'humanité lançait toutes ses armes nucléaires contre les mondes du système solaire, l'un après l'autre? Imaginons que chaque ogive puisse être transportée jusqu'à sa cible. Des milliers d'explosions dirigées vers la Lune, Mercure, Vénus, Mars, les géantes gazeuses, les mondes glacés, puis le Soleil. Une expérience impossible, mais utile pour comparer deux puissances très différentes. L'énergie concentrée d'une bombe et la force diffuse de la gravité. Car détruire une ville ne signifie pas la même chose que détruire une planète. Pour raser une ville, il suffit de pulvériser ses bâtiments. Pour désassembler un monde, il faudrait séparer ses roches, ses métaux, ses glaces ou ses gaz, puis accélérer chaque fragment jusqu'à empêcher son retour. La gravité est le véritable ciment des astres. Elle rassemble la matière, ralentit les débris et transforme souvent une explosion en simple cicatrice. L'humanité possède encore des milliers d'armes nucléaires. Leur énergie semble immense parce que nous la comparons à notre environnement quotidien. À l'échelle d'une planète, elle devient une perturbation locale, assez forte pour ravager une région ou modifier une atmosphère, mais généralement incapable d'atteindre la structure entière d'un astre. La vraie question n'est donc pas de savoir quel monde produirait le flash le plus spectaculaire. C'est de déterminer lequel remarquerait réellement notre tentative. Commençons par Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Mercure est un petit monde rocheux et métallique, entouré d'une exosphère presque vide. Une bombe à sa surface ne créerait pas le gigantesque nuage observé lors d'une explosion terrestre. Il n'y aurait pas assez d'air pour former une onde de choc classique, ni de milieu pour transporter un bruit à distance. L'énergie deviendrait surtout rayonnement et chaleur. La roche proche du point d'explosion fondrait, se vaporiserait et serait projetée dans l'espace. Une partie retomberait près du cratère. Une autre pourrait échapper à la faible atmosphère de Mercure, surtout si elle recevait une vitesse suffisante. Mais combien d'ogives faudrait-il pour transformer cette blessure en destruction complète? Bien davantage que tout ce que l'humanité peut produire. Une charge de plusieurs dizaines de mégatonnes creuserait un cratère immense à notre échelle, fracturerait le sol et propagerait des vibrations à travers la planète. Des falaises s'effondreraient, des pentes glisseraient dans les cratères et des blocs seraient projetés à grande distance. Pourtant, après le tremblement, Mercure serait toujours là. Elle perdrait une quantité mesurable de matière, mais cette perte resterait minuscule face à sa masse totale. Son noyau, son manteau et sa croûte continueraient de s'attirer mutuellement. Même une attaque répartie sur toute sa surface ne suffirait pas à transformer la planète en nuage de fragments. Certains morceaux pourraient être expédiés vers une autre orbite solaire, voire vers Vénus. Ils ne représenteraient toutefois que les éclats d'une blessure, jamais le monde entier. Vénus offre un contraste saisissant. Mercure manque presque totalement d'air. Vénus est enveloppée par une atmosphère si épaisse que la pression au sol atteint environ 92 fois celle de la Terre. Une explosion nucléaire y rencontrerait immédiatement une masse de gaz dense. Le plasma initial se dilaterait, mais l'atmosphère absorberait une grande partie du rayonnement et convertirait l'énergie en chaleur, en compression et en mouvement turbulent. Le phénomène ressemblerait davantage à une détonation sous-marine qu'à une explosion dans le vide. L'onde de pression serait dévastatrice autour du point d'impact, mais l'atmosphère empêcherait l'énergie de se propager efficacement à l'échelle planétaire. La planète la plus chaude du système solaire pourrait donc absorber une explosion nucléaire sans que sa température globale change de manière détectable. La chaleur de Vénus est entretenue par un effet de serre qui agit sur une quantité gigantesque de dioxyde de carbone. Même toutes les ogives humaines ne fourniraient qu'une énergie dérisoire face à cette réserve thermique. Elles ne supprimeraient ni l'atmosphère, ni l'orbite, ni la pression écrasante qui règne à la surface. À proximité, les conséquences seraient effroyables. Pour la planète entière, elle serait presque insignifiante. La Lune serait plus facile à observer, mais pas beaucoup plus facile à détruire. Sans atmosphère substantielle, son sol recevrait directement l'énergie de l'explosion. Le régolithe serait chauffé, fondu et vaporisé. Une gerbe de poussière et de fragments s'élèverait au-dessus du cratère, avant qu'une grande partie de cette matière ne retombe lentement sur le paysage lunaire. Le cratère dépasserait largement celui d'une explosion chimique. Des blocs seraient projetés au loin, et quelques débris pourraient même quitter définitivement la Lune. Mais la majorité resterait prisonnière de sa gravité. Il n'y aurait aucun grondement audible depuis la Terre. Entre la Lune et notre planète, le vide ne permet pas au son de voyager.
Nous verrions seulement une lumière intense, un rayonnement et les traces d'un impact nouveau. Dans la nuit lunaire, le flash apparaîtrait depuis la Terre comme une étoile artificielle, surgit brièvement au mauvais endroit. La Lune vibrerait néanmoins pendant des heures. Son intérieur sec et rigide dissipe les secousses d'une manière très différente de celui de la Terre. Des instruments placés à sa surface enregistreraient un événement exceptionnel, mais le globe ne se fendrait pas en deux. Son orbite resterait presque inchangée. Sa masse ne diminuerait que d'une fraction infime. Même des explosions répétées ne pourraient pas donner à tous les fragments une vitesse suffisante pour vaincre leur attraction mutuelle. La Lune deviendrait plus cratérisée, plus poussiéreuse et plus meurtrie. Elle ne disparaîtrait pas. Sur Terre, le même arsenal provoquerait une catastrophe incomparable, précisément parce que nous vivons à la surface de cette planète. L'air, les océans, les bâtiments et les organismes transmettent l'énergie d'une détonation. Une explosion au-dessus d'une ville crée une onde de pression, un éclair thermique, des incendies et un rayonnement mortel. Une explosion souterraine fracture le sol. Une détonation en altitude peut perturber l'électronique et les systèmes orbitaux. Les bombardements de 1945 ont tué plus de 100 000 personnes selon les estimations, tandis que leurs conséquences médicales se sont prolongées pendant des décennies. Les essais réalisés ensuite ont montré que les retombées radioactives et les perturbations environnementales peuvent dépasser largement le point d'explosion. La plus puissante détonation jamais réalisée, la Tsar Bomba, a libéré environ 50 mégatonnes d'équivalent TNT. Sa puissance dépassait de plusieurs milliers de fois celle de l'arme utilisée à Hiroshima. Même ce chiffre vertigineux reste petit devant la Terre. En concentrant toutes les ogives sur une même région, l'humanité ne vaporiserait pas le globe. Elle détruirait les zones proches des impacts, creuserait d'immenses cratères et injecterait dans l'atmosphère de la poussière, de la suie et des débris. Le ciel s'assombrirait. Une partie de la lumière solaire serait bloquée. Les températures moyennes pourraient chuter, les récoltes s'effondrer et les chaînes alimentaires être rompues. L'eau potable deviendrait difficile à sécuriser, tandis que les réseaux électriques, médicaux et logistiques cesseraient de fonctionner. La civilisation pourrait s'écrouler sans que la planète elle-même soit physiquement détruite. La biosphère et les infrastructures sont fragiles. Le manteau terrestre ne l'est pas à la même échelle. Les explosions ne retireraient pas la croûte entière, ne sépareraient pas le noyau métallique du reste du globe et ne propulseraient pas la matière terrestre assez vite pour la disperser dans l'espace. Un hiver nucléaire pourrait tuer une grande partie de l'humanité, provoquer des extinctions massives et transformer durablement les écosystèmes. Mais après des siècles ou des millénaires, la Terre continuerait de tourner autour du Soleil. Elle aurait déjà survécu à des impacts naturels bien plus énergétiques. Pour la désassembler, il faudrait une énergie comparable à celle d'une collision planétaire. Le problème ne serait pas de trouver quelques bombes supplémentaires, mais de franchir une échelle de puissance totalement différente. Mars semble plus accessible parce qu'elle est plus petite et possède une atmosphère très mince. Ses calottes polaires contiennent de la glace d'eau et du dioxyde de carbone gelé. Certains scénarios imaginent qu'un bombardement pourrait libérer ces gaz, épaissir l'atmosphère et réchauffer la planète. Mais une explosion n'est pas un chauffage réglable. Elle vaporiserait une partie de la glace, propulserait du sol et soulèverait des poussières dans une atmosphère déjà ténue. Ces particules pourraient entourer Mars et réduire la lumière atteignant la surface. Le gaz libéré aurait alors moins d'importance que le voile opaque qui modifierait temporairement le climat. Une attaque destinée à réchauffer Mars pourrait donc commencer par la refroidir. Les tempêtes martiennes montrent déjà que des particules fines peuvent parcourir de vastes distances. Une série d'explosions assombrirait le ciel, perturberait la circulation atmosphérique et rendrait les conditions de surface encore plus hostiles. Même si du dioxyde de carbone était libéré, la pression resterait probablement trop faible pour transformer Mars en seconde Terre. L'eau liquide demeurerait instable sur de longues périodes et les difficultés thermiques de la planète ne disparaîtraient pas. Les pertes scientifiques seraient certaines. Les couches de glace des calottes polaires conservent des traces des anciens climats martiens, poussière, gaz et cycles atmosphériques accumulés au fil du temps. Les bombardés reviendraient à détruire des archives que nous commençons à peine à comprendre. Les robots présents à la surface seraient également menacés par le rayonnement, les projections et les dépôts de poussière. Une opération censée préparer une future colonisation pourrait éliminer les informations indispensables à cette colonisation. Mars ne serait donc ni terraformée ni détruite,
Elle deviendrait un monde temporairement obscurci, couvert de débris et privé d'une partie de ses archives naturelles. Puis nous atteignons Jupiter, et les proportions deviennent presque impossibles à saisir. Jupiter est plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Elle ne possède pas de surface solide sur laquelle une ogive pourrait exploser comme sur la Terre ou la Lune. En descendant dans son atmosphère, un objet rencontre une pression et une température qui augmentent constamment. Une explosion dans les couches supérieures chaufferait une région de gaz et créerait un panache lumineux. Plus profondément, la pression comprimerait la zone de détonation. L'énergie serait absorbée par les turbulences, répartie dans l'atmosphère et finalement mélangée aux tempêtes de la planète. Une tache chaude pourrait apparaître, les vents seraient momentanément perturbés et la composition des nuages pourrait changer localement. Pourtant, l'ensemble de l'arsenal nucléaire terrestre ne formerait dans Jupiter qu'une bulle d'énergie passagère. Il faudrait déjà parvenir à déposer cette énergie au bon endroit. Les bombes devraient traverser des couches capables d'écraser leurs composants et de les chauffer jusqu'à leur destruction avant leur déclenchement. Au centre de Jupiter, l'hydrogène se comporte comme un fluide métallique. Les pressions et les températures y sont inimaginables à l'échelle humaine. Une arme conçue sur Terre ne pourrait pas simplement descendre dans ses profondeurs et attendre le moment choisi. Les impacts naturels illustrent mieux la différence d'échelle. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 s'est fragmentée avant de frapper Jupiter. Plusieurs morceaux ont libéré une énergie estimée à des centaines de millions de bombes atomiques. Leurs panaches sont montés à plusieurs milliers de kilomètres et les traces sombres sont restées visibles pendant des mois. Une collision équivalente à des centaines de millions d'explosions nucléaires n'a pourtant pas ouvert de trous dans Jupiter. Elle a marqué ses nuages, chauffé son atmosphère et modifié localement sa chimie. Puis les vents ont déplacé les produits de l'impact et les ont progressivement mélangés au reste de la planète. Saturne réagirait de manière comparable. Son atmosphère convertirait les explosions en chaleur et en turbulence. Sa structure globale demeurerait intacte. Ses anneaux, en revanche, pourraient changer d'apparence. Ce qui semble être un disque continu est en réalité un immense ensemble de fragments de glace et de roches séparés par de vastes espaces. Leur taille varie du grain microscopique au bloc imposant. Une explosion dans cette région pourrait vaporiser une partie des particules, en projeter d'autres et creuser une zone momentanément moins dense. Depuis la Terre, une brèche visible pourrait apparaître dans l'anneau. Mais les anneaux ne forment pas une plaque solide. Les fragments voisins poursuivraient leurs orbites sous l'influence de Saturne et de ses lunes. Ils se disperseraient, se rassembleraient et dessineraient de nouvelles structures autour de la zone touchée. Une attaque capable d'effacer une portion visible des anneaux ne les supprimerait donc pas forcément. Elle réorganiserait simplement leur poussière et leur glace. Saturne porterait une perturbation observable, mais son atmosphère et son intérieur resteraient presque inchangés. Uranus nous conduit vers une conséquence plus étrange encore. Sous son atmosphère bleu pâle se trouvent des couches riches en eau, en ammoniac et en méthane, soumises à des pressions et à des températures extrêmes. Le méthane fournit du carbone. Dans certaines conditions, ce carbone peut se séparer et former des cristaux de diamants. Ces diamants ne tomberaient pas sur une surface solide. Ils se formeraient profondément sous les nuages, puis descendraient vers des régions toujours plus chaudes et plus denses. Une explosion pourrait modifier localement cette chimie, dissocier certaines molécules et accélérer brièvement la formation de cristaux. Une arme nucléaire pourrait ainsi déclencher une pluie de diamants à l'intérieur d'Uranus sans créer le moindre trésor exploitable. Les cristaux resteraient enfouis à des profondeurs inaccessibles. Les mouvements internes pourraient ensuite les faire fondre, les transformer ou les comprimer davantage. À l'échelle de la planète, la zone touchée serait insignifiante. Uranus ne changerait ni de couleur, ni d'orbite, ni de structure générale. Ces vents continueraient de circuler longtemps après la disparition de l'explosion. Neptune possède une architecture comparable. Son atmosphère contient de l'hydrogène, de l'hélium et du méthane, tandis que ses couches internes sont dominées par des matières riches en eau et en composés volatiles. Une détonation pourrait chauffer une zone, modifier brièvement la chimie des nuages et perturber un courant atmosphérique. Elle pourrait aussi influencer localement la formation de carbone cristallisé. Mais la chaleur se diluerait rapidement. Les couches environnantes absorberaient le choc, répartiraient l'énergie et empêcheraient la perturbation de s'étendre à toute la planète. Neptune ne se fissurerait pas.
aucun fragment important ne serait arraché. Son axe et sa trajectoire resteraient pratiquement identiques. Pluton serait un cas plus direct. Ce petit monde possède une atmosphère extrêmement ténue, qui se développe surtout lorsque ses glaces se subliment. Sa surface mélange glace d'azote, méthane et eau sur un socle rocheux. Une explosion y créerait une gerbe brillante et un nuage de matière vaporisée. Des plaques de glace seraient fracturées, puis projetées dans l'espace. Une partie des débris pourrait s'échapper, car la gravité de Pluton est faible. Cependant, beaucoup retomberaient sur les terrains voisins et formeraient une couverture irrégulière. La petite taille de Pluton facilite l'expulsion de fragments, mais ne suffit pas à provoquer sa désintégration. Il faudrait encore disperser toute sa masse et empêcher chaque morceau de revenir sous l'effet de l'attraction mutuelle. Pluton deviendrait plus accidenté. Elle ne deviendrait pas un nuage informe. La comparaison entre ces mondes révèle une règle simple. Sur un astre sans atmosphère, l'énergie atteint directement le sol et produit un cratère, des fractures et des éjectats. Dans une atmosphère épaisse, elle est comprimée, ralentie et absorbée. Dans un monde couvert de poussière, elle peut modifier le climat sans fournir le réchauffement espéré. Dans une géante gazeuse, elle perd son identité au milieu de couches en mouvement. Puis vient le Soleil, la cible devant laquelle toutes les autres semblent modestes. Une ogive envoyée vers sa surface traverserait un environnement qui dépasse de très loin les conditions terrestres. La chaleur et la pression détruiraient probablement ses composants avant qu'elle n'atteigne une région où elle pourrait fonctionner comme prévu. Supposons pourtant qu'elle parvienne à libérer son énergie. Le Soleil convertit en permanence une partie de sa masse en énergie dans son cœur. Sa luminosité se maintient depuis environ 4,5 milliards d'années grâce à des réactions qui se produisent chaque seconde. L'énergie de la plus puissante bombe humaine ne serait pas inexistante, mais elle serait noyée dans le rayonnement de l'étoile. En une seule seconde, le Soleil libère environ 1 milliard de fois plus d'énergie que la Tsar Bomba. Une éruption solaire majeure peut déjà libérer l'équivalent de milliards d'explosions nucléaires puissantes. Elle projette des particules chargées vers les planètes, perturbe les communications et endommage les satellites. Face à cette activité naturelle, une attaque de milliers d'ogives ne serait qu'une fluctuation presque impossible à distinguer dans le bilan de l'étoile. Le Soleil ne s'éteindrait pas, ne changerait pas de trajectoire et ne perdrait pas une couche reconnaissable. L'explosion serait absorbée par le plasma, comme une goutte d'eau dans un océan en mouvement. Même déclenchées ensemble, toutes les armes humaines resteraient dérisoires face à la masse et à la luminosité solaire. Le problème ne serait pas la résistance du Soleil, mais notre incapacité à produire une perturbation assez grande pour compter. À cette échelle, la hiérarchie de la puissance se renverse. Une explosion nucléaire peut raser une ville, contaminer une région et bouleverser les systèmes dont dépend une civilisation. Elle peut endommager la haute atmosphère, détruire des satellites et rendre certaines orbites dangereuses pendant des années. Elle peut surtout provoquer un changement climatique brutal en injectant de la suie et de la poussière dans l'atmosphère terrestre. Mais ces effets appartiennent à une planète vivante et vulnérable, pas à un corps céleste sur le point d'être désassemblé. La plupart des mondes du système solaire conserveraient leur masse, leur orbite et leur identité générale. La Terre pourrait devenir inhabitable pour des milliards d'êtres humains, tandis que la planète elle-même continuerait son voyage autour du Soleil. C'est la différence la plus inquiétante. Nous n'avons pas besoin de pouvoir détruire une planète pour anéantir les conditions qui rendent notre existence possible. Il suffit de perturber l'atmosphère, les récoltes, les océans, les réseaux énergétiques et les équilibres écologiques. La gravité protège le globe contre la désintégration. Elle ne protège pas automatiquement la civilisation. Existe-t-il alors un objet que notre arsenal pourrait réellement détruire? La réponse se trouve plutôt parmi les petits corps, les astéroïdes et les comètes. Un astéroïde de quelques centaines de mètres possède une masse bien plus faible qu'une planète. Sa gravité est limitée, sa structure peut être fragmentée et une partie de ses débris peut être éjectée dans l'espace. Une explosion nucléaire pourrait vaporiser une portion de sa surface, modifier sa trajectoire ou le diviser en plusieurs morceaux. Mais même ici, le terme « détruire » doit être employé avec prudence. Fragmenter un astéroïde ne supprime pas forcément le danger. Plusieurs morceaux pourraient encore se diriger vers la Terre et conserver une grande partie de leur énergie cinétique. Dans une véritable mission de défense planétaire, l'objectif serait souvent de modifier sa trajectoire assez tôt pour qu'il manque la Terre.
La destruction totale ne serait ni toujours nécessaire, ni toujours souhaitable. Une arme incapable de briser une planète peut donc être utile contre un objet beaucoup plus petit, parce que sa masse et sa gravité permettent de modifier son mouvement. C'est le paradoxe central. Notre technologie nucléaire représente une puissance immense dans le monde humain. Elle peut réduire des villes en ruines, rendre des régions inhabitables, modifier l'atmosphère et interrompre les réseaux qui relient des continents. Mais devant une planète, elle devient une étincelle. Mercure garderait son noyau, Vénus conserverait son atmosphère, la Lune resterait sur son orbite, Mars ne deviendrait pas habitable, Jupiter absorberait l'énergie dans ses nuages, Saturne réorganiserait ses anneaux, Uranus pourrait produire quelques diamants supplémentaires dans ses profondeurs, Neptune poursuivrait sa course dans les ténèbres, Pluton porterait de nouveaux cratères, et le Soleil ne remarquerait presque rien. Si l'humanité frappait successivement chaque monde du système solaire, elle ne créerait pas une série de planètes détruites. Elle dresserait une carte des limites de sa propre puissance. Sur Terre, l'attaque serait une catastrophe mondiale. Sur la Lune, un flash et un cratère. Sur Mars, une expérience climatique probablement contre-productive. Sur Jupiter, un échauffement noyé dans les tempêtes. Sur Saturne, une perturbation temporaire d'un anneau de fragments. Sur Uranus, une réaction spectaculaire mais confinée à ses profondeurs. L'échelle gouverne tout. La puissance d'une explosion ne se mesure pas seulement à sa luminosité ou à la violence ressentie près de l'impact. Il faut la comparer à la masse à déplacer, à la gravité à vaincre et au milieu qui l'entoure. Un monde léger peut perdre des débris. Un monde massif les reprend. Une atmosphère mince laisse l'énergie frapper directement le sol. Une atmosphère épaisse la piège et la dilue. Une étoile transforme une explosion humaine en détail statistique. La vraie leçon ne concerne donc pas le nombre de bombes nécessaires pour détruire une planète, mais la disproportion entre notre pouvoir de nuisance et notre pouvoir de transformation cosmique. Nous pouvons rendre un monde invivable sans être capables de le faire disparaître. Nous pouvons modifier la surface d'une lune sans toucher à son orbite. Nous pouvons éclairer brièvement un ciel extraterrestre sans changer la nature de l'astre qui l'abrite. La Terre survivrait probablement à une attaque nucléaire en tant que planète. Mais elle pourrait perdre la plupart des conditions qui permettent à notre civilisation de prospérer. Le système solaire serait à peine transformé par notre arsenal. L'humanité, elle, pourrait être transformée à jamais par la décision de l'utiliser.